L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans cet épisode, je reçois Younes Lambaré, le fondateur d'Everysense, une plateforme de visibilité prédictive et collaborative pour planifier et suivre en temps réel tous les flux de sa supply chain. IoT, Big Data, intelligence artificielle, la supply chain vit actuellement une révolution. Grâce à la collecte des données de terrain, les industriels sont désormais en mesure d'identifier facilement les leviers de décarbonation et de réduction des coûts. Un enjeu majeur ressort de ce podcast, celui d'allier les idées sur la technologie à la compréhension des métiers sur la supply chain. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Younes. Salut Laurent. Younes, merci de m'accueillir ici, à Lille, dans tes bureaux. Alors tu es le CEO de Everysense, une plateforme de visibilité prédictive et collaborative dédiée à la supply chain. C'est donc ici que tu organises toute la logistique de tes clients ? Oui, alors ici à Lille, à Aura Technologies, on organise la logistique de nos clients. Everysense, on est une trentaine de personnes. La boîte a été que j'ai créée en 2015 pour résoudre un problème que j'ai identifié dans la supply chain. Et on est déjà leader en France dans la logistique ferroviaire. Et en ce moment, on essaie d'aller à l'international. Bon bout de chemin. Tiens, raconte-nous un peu l'histoire. C'est quoi l'histoire d'Everysense ? Pour la petite histoire, donc moi je suis un ancien chercheur, en tout cas j'ai fait une thèse et j'avais travaillé sur un sujet de supply chain à l'époque, c'était l'entrepôt sous douane, donc je représentais ma boîte pour un tel sujet. Et quand j'ai terminé ma thèse, je voulais appliquer tout ce que j'ai appris dans la thèse, mes conclusions, pour un problème concret. Donc la frustration de se dire, oh là là, j'ai plein d'idées, j'ai une thèse, mais il faut absolument que je la mette à exécution, enfin si je peux me permettre ce terme-là, quelque part. Voilà, je voulais absolument essayer de voir s'il y a quelque chose que je peux faire. Ouais. Et après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ah, peut-être ça peut servir à ça ». Donc tu es associé à quelqu'un, c'est ça ? En fait, c'est notre deuxième actionnaire que j'ai rencontré à l'époque, qui est Léandre Boulez, et qui m'a dit « Ah, ton idée, peut-être elle peut s'appliquer à ce sujet-là ». Et j'ai commencé à creuser. Voilà. Ok. Donc du coup, aujourd'hui, Everysense, c'est comme ça que ça se dit. Ça répond à quoi ? Donc nous, on propose une solution logicielle, on vend du logiciel qui permet d'optimiser les opérations logistiques. Donc plutôt la gestion des flux qui sont entre les usines, les entrepôts, etc. Principalement sur 3 grands sujets, la partie achat, la partie exécution et la partie facturation. Okay. Et on le fait principalement pour des industriels, des grandes entreprises pour gérer leurs flux, soit ferroviaires, soit routiers, l'intermodal. Ok, donc les entreprises qui ont en fait des flux ferroviaires ou par transport par camion, c'est ça ? C'est ça, ouais. Je voudrais comprendre et imaginer en fait à l'époque comment ça se passait et grâce à ta solution, comment ça se passe maintenant ? Donc la logistique, le vrai sujet dans la logistique... supply chain, c'est ça ? C'est la supply chain, donc il y a la supply chain et nous on est sur la partie de transport. D'accord. Donc c'est pas à l'intérieur des entrepôts, mais c'est les flux. En amont. Voilà. Donc par rapport à cette partie-là, la problématique c'est comment je peux optimiser mes flux qui vont être pour livrer les clients, pour s'approvisionner au niveau de mes usines. Et nous, la solution qu'on propose, elle va me permettre de récupérer tous les données terrain. Ils sont où les camions, les trains, etc. De prendre ces informations-là et d'utiliser ces informations pour prendre les bonnes décisions ou aider à prendre une action. Donc c'est, contrairement à d'autres secteurs, dans la supply chain, il y a très peu de données terrain. Un comptable, à la fin d'une année, il fait le bilan de toutes les dépenses et on sait le réaliser versus ce qui a été prévu dans un business plan. Ce qui n'était pas le cas avec la supply chain ? Ce qui n'est toujours pas le cas dans la supply chain parce que en fait, il y a beaucoup d'intervenants qui vont, pour livrer un client final, il peut y avoir 1, 2, une dizaine d'intervenants. Le logisticien, le transporteur... Et de la sous-traitance. Parce que parfois aussi, le container va aller dans un camion, puis dans un train, puis dans un bateau pour être livré en dernier kilomètre. Donc la traçabilité, en fait, libre choix du transporteur, du logisticien, du sous-traitant, c'est ça que tu dis ? Voilà, donc on ne sait pas vraiment qui est à l'intérieur, donc il y a un vrai sujet de récupérer ces données-là, mais une fois que vous avez ces informations-là, vous pouvez vraiment prendre des actions ou améliorer la prise de décision, soit en temps réel, soit en tout cas avoir toutes ces informations pour prévoir mieux l'année prochaine. Ok, donc du coup, il y a des impacts, j'imagine, qui permettent à tes clients de faire des économies, de travailler à une fluidité certainement du transport et de gagner du temps au service finalement du client final ? Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs, on appelle ça des retours sur investissement. La première, c'est un meilleur service pour le client final. Ça veut dire à quel moment mon train va arriver et comment je m'organise pour le faire. Décharger un train, c'est comme une affaire. Donc, s'il fait une demi-journée de retard, les gens sont en train d'attendre. Et le client n'est pas content. La deuxième chose, c'est l'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne sais pas ce qui se passe, j'interviens en mode sapeur-pompier une fois il y a un incident et du coup, la marge de manœuvre, elle est extrêmement faible. Si j'ai une planification intelligente, c'est-à-dire je prends tous les événements pour mieux organiser la semaine suivante. Et anticiper. Donc là, j'ai la marge d'intervenir pour faire en sorte que ça soit bien fait.
Il y avait un troisième point? La troisième chose, c'est en fait, les personnes vont travailler davantage à préparer le futur que d'intervenir sur des incidents dans le passé. Et tout ça avec une certaine efficacité en termes de coûts de transport. C'est un peu la partie réduction des coûts aussi. Younes, pour stimuler la performance des flottes d'actifs, ta plateforme digitale exploite la puissance de ce qu'on appelle les objets connectés, du big data, de l'intelligence artificielle, bref, d'un tas de termes comme ceux-là qui sont centrales d'ailleurs. Tu peux nous expliquer un peu toutes ces technologies, à quoi servent-elles, pourquoi, comment, sont-elles compliquées à exploiter? Enfin bref, nous expliquer finalement ces terminologies qui sont essentielles dans la constitution même de ta plateforme. Donc nous, on travaille avec des choses, c'est les actifs, c'est-à-dire les wagons, les remorques, etc., mais pas que, mais aussi les transports. Il y a les deux notions pour optimiser la logistique des flux, c'est les deux. Il n'y a pas que les actifs, c'est ça que tu es en train de dire. Il y a les actifs, mais aussi les transports. D'accord. Les deux notions qu'il faut faire. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de technologies qu'on utilise, qu'on combine pour pouvoir résoudre la problématique qui est d'améliorer tout ça. Bon, l'IoT, ça sert à faire une acquisition de données terrain. C'est-à-dire que... Les objets connectés, là, c'est ça. Là-bas, l'IoT, Internet of Things, c'est les objets connectés. Le wagon lui-même a la capacité de communiquer sa position, de dire s'il a subi un choc ou pas, ou ça nous permet de savoir si le train est arrivé à l'heure ou pas. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu d'aller faire l'acquisition de l'information, c'est le wagon qui communique lui-même. Ouais, au lieu d'aller sur place, finalement, tu suis, tu as une traçabilité du wagon. Quoi. Voilà, et c'est lui qui va envoyer l'information. Donc, l'IoT, c'est l'acquisition des données. Le big data, c'est une fois aujourd'hui, on a des données qui sont bien sûr de l'IoT, mais on va venir prendre des données qui arrivent en temps réel et les croiser avec des données transactionnelles. Si vous avez l'IoT et vous avez les contrats financiers, le coût, etc., vous pouvez avoir des cas d'usage de est-ce qu'il y a des pénalités? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on n'est pas en retard? Donc vraiment, on croise les données techniques de l'IoT avec les données transactionnelles. Donc on a du big data, donc on a beaucoup de données. Et l'IA sert à quoi? Elle sert à automatiser certaines tâches uniquement. C'est-à-dire, si je suis capable de mieux planifier les retours des remorques à vide ou des wagons à vide, je vais diminuer les coûts. Oui, bien sûr. Et l'IA va faire ça sur certaines tâches d'une manière plus efficace qu'un humain. Donc on va venir avec un concept qu'on a inventé, c'est un assistant de transport qui s'appelle Ralph. Ouais. Que tu as inventé, que Eversense a inventé? C'est l'équipe produit Eversense a inventé. Ouais. C'est un assistant digital Ralph qui va prendre certaines tâches et il va venir les automatiser pour aider l'équipe. Par exemple, il va calculer l'ETA. Par exemple, il va proposer le meilleur planning en fonction des routes, etc. Donc vraiment intervenir d'une manière subtile. Et c'est comme ça qu'on combine les trois technologies afin de venir aider les gens qui font vraiment le métier, mais juste en automatisant certaines tâches. Oui, parce que j'ai l'impression que ce triptyque gagnant entre les objets connectés, la big data, l'IA, est finalement l'association clé pour que tu puisses faire la différence et que ta solution soit identifiée en tant que telle avec finalement la récolte des informations, le traitement des informations et puis finalement après avec l'intelligence artificielle, la capacité à prendre des décisions. C'est comme ça que je vois la chose. C'est en fait, on utilise des technologies, les cas d'usage qu'on résout pour répondre à des ROI nécessitent parfois de combiner les trois technologies ou deux parmi les trois. Donc c'est vraiment d'abord une notion de résoudre un problème qui a un ROI et quels sont les technos qui peuvent venir pour l'aider. Voilà. Alors on parle souvent de l'industrie du futur pour des grands industriels qui ont besoin en tout cas de se transformer. Tu contribues toi à cette transformation justement de ces industriels à travers ta solution? Les grands industriels, Total, Schneider, Arkema, etc., ils ont aujourd'hui des enjeux qui sont extrêmement importants. Les enjeux, le monde de demain, dans 20 ans, 30 ans, on ne sait pas c'est quoi le monde de demain. Ouais. Donc ce qu'il faut, c'est être ouvert. L'imaginer quand même. Et essayer de l'imaginer, être ouvert pour qu'il y ait des opportunités et de construire des choses. Donc nous, aujourd'hui, pour imaginer le monde de demain, on contribue à notre échelle parce qu'on est en fait dans un domaine qu'on maîtrise bien d'un point de vue. Ça nécessite de maîtriser la partie métier et la partie technologique pour pouvoir imaginer le monde de demain. Et comme une start-up comme nous fait ça à une échelle assez petite, donc on aide vraiment à notre petite échelle l'industrie dans son ensemble. Donc le monde de demain nécessite d'avoir une idée sur les technos et d'avoir une compréhension du métier. Alors c'est peut-être une question un peu redondante, mais pourquoi il y a beaucoup de mouvements dans la supply chain finalement ? D'abord, parce que c'est un des derniers secteurs d'activité qui a digitalisé. Deuxième chose, c'est que avec la crise du canal de Suez, avec le coronavirus, etc., on se rend compte que, on ne voyait pas les camions, mais c'est quand même important qu'ils continuent à livrer. Donc, il y a une vraie prise de conscience par les décideurs aujourd'hui en disant « je veux savoir ce qui se passe sur le terrain ». Et donc, comment savoir ce qui se passe sur le terrain ? Va falloir que j'investisse d'un point de vue digitalisation. Donc, ça devient un facteur important. Et la dernière chose,
Je dirais que c'est un des facteurs aussi qui contribue à une économie verte. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de CO2 qui est dû au transport. Donc plus on réduit ça, plus on est capable d'atteindre des objectifs de CO2. Donc c'est un des moyens aujourd'hui des entreprises industrielles. Avec la notion de la décarbonation en 2050, entre autres, quoi. Voilà. L'impact sur le ferroviaire, parce que ton activité, elle touche aussi pas mal le ferroviaire. C'est quoi ta vision du ferroviaire ? C'est quoi ? C'est plutôt une menace, finalement, parce qu'on est en sous-équipement, ou au contraire, tu vois une opportunité dans l'équipement des grandes entreprises françaises, peut-être sur le ferroviaire? En tout cas, l'Europe a considéré qu'il faut vraiment augmenter les flux ferroviaires à 30% d'ici 2030. Donc voilà, il y a une volonté de faire de ce mode de transport qui est quand même beaucoup plus... 10 fois moins d'émissions CO2 quand on utilise le ferroviaire par rapport à d'autres modes de transport comme la route. Et on sait qu'aujourd'hui, dans les 10 ans à venir, il n'y a pas de solution. On a des camions autonomes, etc. Mais ça attendra 10 à 20 ans pour que ça devienne vraiment généralisé. Donc, dans les 10 à 20 ans, le ferroviaire a vraiment un rôle à jouer. Ouais. Voilà. Et après, on voit aussi que de la soie, les Chinois qui expédient de la marchandise avec ça, etc. Il y a quand même des enjeux qui sont liés à ça. Mais pas que le ferroviaire. Je dirais le ferroviaire, tout en le connectant à la partie route, à la partie maritime. Tiens Younes, est-ce que tu as 2 conseils à nous partager finalement quand on est un industriel et qu'on doit nécessairement se transformer? Enfin, tu l'as exprimé juste avant dans tes propos. 2 conseils là à partager peut-être à des industriels qui nous écouteraient et qui auraient envie de rentrer en contact avec toi d'ailleurs pour partager ces conseils. Sur le sujet de l'innovation ? Sur le sujet de l'innovation, tu as raison de le préciser. D'accord. En fait, la première chose que je dirais, c'est que l'innovation, c'est de la R&D avec un petit R et un grand D. On n'est pas dans un laboratoire, donc ça, c'est extrêmement important. D'autres secteurs d'activité, comme le médical, etc., c'est peut-être d'autres formes de faire. Donc, il faut vraiment savoir dans quel contexte on le fait. Tu veux dire par là que le petit R, le grand D, c'est un peu la notion du test and learn, quoi. On y va, mais on regarde sur le terrain ce que ça produit, et puis si ça marche, on développe. C'est un peu ça ? Voilà. D'autres secteurs se prêtent à un jeu qui est différent. Les biotech, etc., c'est complètement différent. Totalement. Alors que pour l'industrie, je pense que c'est pas la même logique. Voilà. Donc l'innovation, déjà, ça dépend des secteurs. Après, les 2 conseils, donc la première chose, c'est en fait, c'est pas la même vitesse. Innover, c'est donner de l'espace dans l'entreprise à certaines personnes de pouvoir travailler sur des sujets sans deadline, sans la difficulté du run, ce qu'on appelle le run dans l'informatique, ça veut dire les incidents, les clients, les contrats, etc. Donc, c'est créer un environnement qui est propice à ça. Ça, c'est extrêmement important. Et dans des entreprises qui ont déjà des produits existants, c'est pas aussi évident que ça. Deuxième chose, c'est vraiment d'essayer d'aller graduellement. Donc, quand on est face à un sujet qu'on ne connaît pas, il faut se méfier de ses propres convictions qui peut-être vont nous mener dans des... tromper. Voilà. Donc, essayer de faire une première V0, pas V1, juste V0, et après essayer de challenger, quoi. De challenger et je dirais peut-être un dernier, allez. Soyons fous. Innover, c'est aussi partager son idée, ses résultats avec d'autres pour s'imprégner de l'écosystème. Ça peut être dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Oui, ne pas penser qu'on a la solution ultime et que ça va arriver sur le marché. Voilà. Il est préférable de partager en fait cette expérience-là avec l'écosystème. C'est ce que j'entends à travers tes propos. Je suis parfaitement en phase avec ce que tu dis parce que même dans l'innovation, je pense que l'exécution a quand même une part assez importante et pas uniquement à l'idée de base. Donc la façon de faire les choses peut vraiment compter. Totalement. Changer les choses. Écoute Younes, merci d'avoir participé au podcast de l'innovation en région, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent, c'est un plaisir. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur régional Grand Nord. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.